Je pense que nous sommes en mesure d'entreprendre cette conférence. Alors, bon matin, bon après-midi à tous. Bienvenue à ce webinaire sur le contrôle et la prévention des infections. Nous allons parler de considérations opérationnelles et de triage. Mon nom est Katie Wilson. Je suis épidémiologiste avec le Centre international de contrôle des maladies des États-Unis et j'aide à coordonner cette série au cours des prochaines semaines. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui et d'être avec la communauté du contrôle de la prévention des infections. Et depuis hier, nous avons eu des participants enregistrés dans plus de 100 pays. Je suis très excité de voir que nous sommes tous là. Merci à tous les gens du projet ECHO et de nous permettre d'utiliser cette plateforme pour cette série. D'abord, pour commencer, quelques points logistiques que vous pouvez voir sur l'écran. D'abord, dans cette plateforme Zoom, s'il vous plaît, utilisez la fonction questions et réponses sur votre menu pour toute question que vous avez sur le sujet, sur la présentation. Nous nous excusons à l'avance que nous ne pourrons pas répondre à toutes les questions. Nous allons choisir les thèmes majeurs et surveiller la case Q&A pour voir les questions. Utilisez la fonction de la boîte de discussion sur Zoom pour toute question technique ou logistique. Cette session est enregistrée. Alors, dans toutes les langues, et nous prenons pour acquis que votre présence ici, c'est un consentement d'être enregistré. Les diapositives et le vidéo que vous allez voir seront envoyés sur des courriels hebdomadaires du projet ECHO et ça se retrouvera sur les sites web du Centre de contrôle des maladies et du projet ECHO. Les crédits pour le développement professionnel sont disponibles sur la boîte de discussion de ce site pour les crédits CME pour l'Université de Nouveau-Mexique. Et tout sera accessible à la fin de la session. Et nous avons de l'interprétation en français, en espagnol, en russe, en portugais. Et ces traductions sont disponibles sur l'icône représentant un globe au bas de l'écran. Et si le portugais n'est pas disponible présentement, vous pouvez syntoniser la ligne en espagnol et on vous dira quand l'interprète portugais sera disponible. Et voilà pour les grandes lignes de la logistique. Et alors, je vais donc céder la parole à Ben Park du Centre de contrôle des maladies. Mon nom est Ben Park, je suis le chef du programme des contrôles des maladies infectieuses ici au Centre de contrôle des maladies et je suis heureux de vous accueillir. Le Centre de contrôle des maladies travaille tant au point domestique qu'international pour améliorer la sécurité à travers le monde et nous espérons que cette série nous permettra de rendre les soins de santé plus sécuritaires et que tous nous pourrons travailler ensemble. Merci. Bonjour, mon nom est Fernanda Lassa. Bon matin, bon après-midi, bonsoir, dépendant où vous êtes sur la planète présentement. Alors, mon nom, c'est Fernanda Lassa et je suis à la tête de l'équipe de prévention pour le contrôle des maladies infectieuses sur le comité de contrôle des maladies. D'abord, on va parler de triage et des considérations opérationnelles et avec mes collègues, Dr. April Baller. Dr. April, à vous. Merci, Fernanda. Bon matin, bon après-midi, bonsoir à tous. Mon nom est April Baller de
l'Organisme mondial de la santé et je suis présentement sur l'équipe de réponse à la COVID. Je suis heureuse d'être ici et, et de participer à tous les webinaires. Je suis heureuse de voir que plus de 640 participants sont là, alors c'est très positif. Je voudrais maintenant céder la parole à tous les panélistes et les invités à se présenter. Je commencerai avec Marie-Clara. Bon matin, bon après-midi, bonsoir. Mon nom est Marie-Clara. Je suis professeur associé à, à la faculté d'infirmerie et l'Association des professionnels et en épidémiologie et je suis à Sao Paulo. À vous. Merci, Maria-Clara. Et maintenant, notre prochain panéliste, Dr. João Toledo, à vous pour votre présentation. Bon matin, chers collègues. Je suis du Brésil. Je travaille présentement à Washington, D.C., aux États-Unis. Je suis chef pour la gestion, des maladies infectieuses. Merci. Merci. Et maintenant, Bazem. Bonjour à tous. Mon nom est Bazem Zayed. Je suis avec l'Organisation mondiale de la santé et nos centres de contrôle antimicrobiens et des maladies infectieuses. Je suis heureux d'être avec vous. Merci pour toutes ces présentations. Et maintenant, j'ai le grand plaisir et l'honneur de vous présenter notre premier conférencier, Dr. Fernanda Lessa. À vous. Merci, April. Je n'ai pas de divulgation financière. Mes objectifs sont tout simplement de décrire le fardeau de la COVID-19, aussi l'importance du contrôle et de la prévention infectieuse pendant l'épidémie, et ensuite de vous parler des objectifs de cette série de webinaires globaux que nous lançons aujourd'hui. Depuis hier, nous avions environ 4 100 000 cas officiellement rapportés avec 285 399 morts. Les régions les plus affectées sont l'Europe. Vous voyez ensuite l'Amérique. Présentement, il n'y a pas de vaccin pour la COVID-19 et pour la prévention. Et à ce point, ce qui n'est pas certain à quel moment nous aurons un vaccin. Alors, pour l'instant, le contrôle et la prévention de l'infection, c'est votre seul outil pour arrêter la transmission de la COVID-19. Le but, c'est d'abord de vous protéger, travailleurs de la santé, de protéger vos patients, mais aussi de protéger votre famille et votre communauté. À la fin de votre journée de travail, vous retournez à la maison et avec votre famille et votre communauté. Pourquoi l'importance de l'IPC pendant une épidémie? D'abord, pour prévenir l'infection et la transmission de pathogènes dans la communauté et d'avoir une provision sécuritaire des soins. C'est critique pour maintenir les soins de santé pendant l'épidémie. On l'a vu avec l'Ebola, avec la MERS, avec la COVID-19. Les endroits de soins de santé ont le potentiel de transmettre la maladie si des mesures préventives ne sont pas en place. Et cela se transmet ensuite à la population et au pays. Pour que la réponse de la COVID-19 soit efficace, c'est important d'assurer la sécurité du personnel des soins de santé. Il faut limiter l'entrée de la COVID-19 et pour ce faire,
Il y a trois façons. D'abord, il y a le triage, limiter les visiteurs et l'accès aux visiteurs et toujours surveiller l'état de santé du personnel. Également, nous pouvons répondre et éviter la transmission, c'est de bien éduquer notre personnel de soins de santé et de fournir les équipements nécessaires. Et surtout, identifier rapidement tous les éléments de transmission avant la contamination. L'Organisme mondial de la santé a développé plusieurs documents de réponse et le Centre de contrôle des maladies de prévention a aussi présenté plusieurs documents pour aider à implanter les mesures préconisées par l'Organisation mondiale de la santé. Le but de cette série, c'est de vous fournir des conseils pratiques et des outils pour implanter une stratégie pour combattre la COVID-19. Nous aurons à tous les jeudis, au cours des 12 prochaines semaines, des rencontres. Si votre question n'est pas répondue aujourd'hui, nous trouverons le moyen d'y répondre au cours des prochaines sessions. Et nous aurons différentes stratégies, différentes sessions pour développer ces stratégies. Vous conseillez d'utiliser les masques, d'utiliser. Alors, nous vous invitons à être des nôtres lors des prochains webinaires et nous allons répondre à autant de questions que nous le pourrons. Ce webinaire est possible grâce à la collaboration de plusieurs organismes, plusieurs professionnels et sociétés professionnelles de contrôle et de prévention des infections. Notre but ici, c'est d'amener toute la communauté de prévention ensemble pour établir une vision commune. Et nous espérons que ce webinaire pourra vous aider tous à répondre à des questions et faire une différence dans nos hôpitaux et dans votre pratique quotidienne. Nous avons plusieurs ressources pour la COVID-19, tant pour le Centre de contrôle des maladies que pour l'Organisme mondial de la santé. Merci. Merci, Fernanda, pour cette belle présentation. Je sens que ce sera très excitant. Maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter Luzi Lubasharav. Désolé de mal prononcer votre nom. Elle va nous parler de procédure pour le triage. Luzi, à vous. Bonjour, vous m'entendez? Très bien. Est-ce que vous pouvez voir mes diapos? Oui. Voilà. Maintenant, on les voit en plein écran. Alors, mon nom est Ozzy Urshik-Lushan-Sharaf. C'est un nom difficile à prononcer. Je n'ai pas de difficultation financière à faire à cette étape. Vous voyez mes objectifs? Alors, les objectifs pour cette présentation, c'est de décrire le contexte de la COVID-19. Voilà. Les diapositives s'enchaînèrent lentement. Alors, décrire le contexte de la COVID-19, définir le triage et ce que les patients peuvent faire lorsqu'ils arrivent dans un centre de santé et ce que les opérateurs de centres de santé peuvent faire pour minimiser les risques d'infection auprès des patients et des travailleurs de la santé et les considérations pour éviter la contamination alors que les cas augmentent. La COVID-19 est causée par un émergent coronavirus, le SARS-CoV-2, qui mène à des problèmes respiratoires, incluant la pneumonie. C'est transmis avec des gouttelettes respiratoires, éternuement, tout, mais ça peut être transmis également autrement. Qu'est-ce qu'est le triage? La définition du triage, c'est d'abord, c'est très simple, c'est de classer les patients pour déterminer qui a besoin de soins prioritaires et comment traiter ce patient. Mais pour la COVID-19,
Le triage est particulièrement important pour séparer les patients qui pourraient être infectés avec le virus qui cause la COVID-19 par rapport aux autres patients. Un bon triage peut prévenir la transmission non seulement auprès des patients, mais au sein des travailleurs de la santé. Ce que les patients peuvent faire maintenant, eh bien, lorsqu'ils arrivent dans un centre de santé, d'abord, avant leur arrivée, les patients peuvent informer les fournisseurs de soins de santé s'ils ont besoin de soins pour des symptômes respiratoires, euh, toux, étournement, éternuement ou autre. Les patients devraient porter un masque facial si possible. Et lorsqu'ils arrivent à l'unité de soins de santé, ils devraient tout de suite avertir le comptoir de triage au sujet de leurs symptômes, laver leurs mains dès leur entrée avec du savon et de l'eau ou avec des contaminants à base d'alcool. Et également, utiliser un mouchoir ou une autre alternative, couvrir leur bouche lorsqu'ils toussent ou lorsqu'ils éternuent. Et surtout, garder une distanciation sociale de au moins 1 mètre avec les autres. Maintenant, qu'est-ce que les unités de soins de santé peuvent faire au triage? Les centres de soins de santé peuvent communiquer avec le patient avant leur arrivée au triage, établir et équiper un endroit pour le triage, établir une salle d'attente respiratoire, établir un processus de triage, entraîner le personnel pour la prévention des infections et le contrôle de mesures, incluant l'utilisation d'équipements protecteurs personnels. Expliquons tout cela en détail avec la prochaine diapo. Alors, communiquer avec un patient avant leur arrivée au centre de soins de santé, ça peut établir d'avoir une ligne téléphonique que les patients peuvent appeler ou peuvent texter pour avertir qu'ils ont des problèmes respiratoires. Également, ça peut être utilisé comme une consultation téléphonique avec les patients pour déterminer si le besoin se fait sentir de se rendre dans un centre de soins de santé. Informer les patients des mesures qu'ils peuvent prendre lorsqu'ils viennent au centre de soins de santé, notamment utiliser un masque facial. Donner de l'information. Il faut donner de l'information au public en général avec l'utilisation des médias de masse au sujet de la disponibilité de lignes téléphoniques et également sur les signes et les symptômes de la COVID-19 qui nécessitent des soins. Également, de concert avec les autorités, il faudrait considérer la télémédecine, notamment des vidéoconférences par téléphone cellulaire pour offrir un support clinique sans avoir un contact direct avec le patient. Maintenant, établir une zone de triage bien équipée. Alors, oui, les centres de soins de santé peuvent commencer par établir de façon stratégique des signes clairs dirigeant les patients qui ont des problèmes respiratoires de se rapporter immédiatement au comptoir d'enregistrement. Nous ne voulons pas qu'ils restent dans des longues lignes d'attente avec d'autres patients dans le centre de soins de santé. Un tel exemple est montré sur cette diapositive, si possible. Il faudrait aussi avoir un comptoir d'enregistrement séparé pour les patients qui arrivent avec des symptômes de problèmes respiratoires et d'avoir des signes très clairs pour diriger les patients à cet endroit. Il faut avoir des alertes visuelles dans des endroits stratégiques comme les ascenseurs, les salles d'attente. Et ces alertes doivent couvrir l'hygiène, comment couvrir notre bouche lorsque nous éternuons ou nous toussons, un endroit pour disposer des items contaminés et bien sûr des conseils d'hygiène des mains. Et voici un exemple d'affiche. Maintenant, cette image nous donne un exemple de centre de triage.
Alors, vous pouvez voir un fournisseur de soins de santé et un patient dans le centre de triage. Assurez-vous qu'il y a des masques faciaux, qu'il y a des mouchoirs disponibles pour donner aux patients qui en ont besoin. Et également une poubelle pour que les patients puissent discarder les mouchoirs. Et également la disponibilité d'une station d'hygiène des mains pour que l'on puisse se laver les mains. Également, idéalement, nous suggérons qu'il y ait des barrières physiques comme des écrans de verre ou de plastique au centre d'enregistrement ou à la réception pour limiter les contacts trop rapprochés entre le personnel et les patients. Ici, nous devrions également avoir une distance d'au moins 1 mètre pour éviter les contacts trop proches entre le patient et le personnel. Maintenant, pour implanter le processus de triage, euh, vous devez assigner du personnel clinique dédié, médecins, infirmières, infirmiers, pour l'évaluation physique des patients qui se présentent avec des symptômes respiratoires au triage. Également entraîner le personnel administratif qui travaille à la réception. Également, vous devriez avoir un algorithme standardisé de triage. Cet algorithme devrait être développé dépendant de la situation de votre pays. Maintenant, révisons un exemple d'algorithme de triage pour les pays qui ont une grande transmission communautaire. D'abord, ce diagramme de triage nous montre que, bon, les symptômes pour lesquels nous devons évidemment tenir compte. La première boîte nous montre quels sont les signes et symptômes à surveiller. Et ensuite, quoi faire si nous avons ou pas ces symptômes. Par exemple, sur cet algorithme, si ces symptômes sont présents, il faudrait mettre un masque sur le patient et les séparer des autres patients. Et il y a d'autres mesures qui doivent être prises. Lorsque vous avez un tel algorithme de triage, il faut maintenant entraîner tout le personnel qui est impliqué dans le triage et suivre cet algorithme pour tous les patients qui entrent dans le centre de santé. Encore une fois, un masque facial devrait être donné à tous les patients qui ont des symptômes respiratoires dès qu'ils arrivent, s'ils n'en ont pas déjà un. Comme ça, nous savons que les masques ne sont pas toujours disponibles. S'ils ne sont pas disponibles, à tout le moins, donnez-leur un mouchoir pour couvrir la bouche et le nez. Euh, Ensuite, il faut isoler, séparer les patients qui ont un haut risque pour la COVID-19 dans des chambres individuelles avec des portes fermées, dans des salles d'attente respiratoire désignées. Il faut aussi limiter le nombre de membres de famille qui vont accompagner le patient dans ces salles d'attente. Alors, sur cette image, nous vous montrons ce que nous signifions par salle d'attente respiratoire. Alors, idéalement, nous dirions que les patients devraient être dans des salles isolées, mais ce n'est pas toujours possible. Nous n'avons pas toujours de chambre individuelle. Dans ce cas-là, il faut avoir un endroit bien ventilé qui sera utilisé comme une salle d'attente pour les patients qui ont un risque d'être contaminés par la COVID-19. Cet endroit devrait avoir des bancs, des chaises séparées par une distance d'au moins 1 mètre, des salles de bain et des salles d'hygiène de main dédiées pour les patients, des mouchoirs, les décontaminants basés d'alcool, également des signes très clairs pour informer de la localisation de cette salle d'attente respiratoire. Et tous ceux qui y travaillent ou qui y sont devraient avoir un masque facial.
qu'est-ce que le personnel de la santé peut faire et doit faire pour prévenir l'infection et la contamination? Tous les travailleurs de la santé impliqués dans le triage devraient d'abord avoir des précautions standards. Ça commence par l'hygiène des mains, d'avoir l'équipement de protection personnelle approprié. Les travailleurs de la santé devraient être entraînés et très familiers avec les précautions de contact et de transmission de gouttelettes et d'avoir le bon équipement de protection personnelle, d'assurer de nettoyer, de désinfecter leur environnement correctement. Restez à la maison si vous avez des problèmes respiratoires, de la toux, souffle court ou de la fièvre. Et cela, nous en discuterons dans nos prochains webinaires, notamment sur l'importance de l'équipement de protection personnelle. Les travailleurs de la santé qui sont au triage, qui ne sont pas en contact direct avec des patients soupçonnés ou confirmés d'avoir la COVID-19, on demande d'avoir une barrière physique et une distance physique d'au moins 1 mètre. Ils n'ont pas besoin d'équipement de protection personnelle. On le voit à la gauche de cette diapositive. Toutefois, même s'il n'y a pas de contact, mais qu'il n'y a pas de barrière physique et que la distanciation physique n'est pas faisable, si c'est le cas, alors les travailleurs de la santé devraient avoir protection faciale et également des yeux. Les travailleurs de la santé qui sont en contact avec des patients soupçonnés ou confirmés d'avoir la COVID-19 devraient avoir l'équipement protecteur personnel approprié, c'est-à-dire un masque facial, un masque médical, euh, la robe, les gants et, et toujours une protection des yeux également. Et bien sûr, les vêtements appropriés. Des mesures importantes qui doivent être prises pendant éviter la transmission communautaire de la COVID-19. Pour éviter d'y avoir une foule au triage et de conserver l'équipement de protection personnelle, voici les mesures qui peuvent être implantées. Annuler les visites non urgentes de patients externes pour vous assurer que le personnel est disponible pour prendre soin des patients au niveau clinique, incluant le triage. Et c'est important d'avoir des soins d'immunisation pour les enfants et pour les soins prénataux, pour les grossesses à haut risque, identifier et renforcer la télémédecine et les autres alternatives face aux visites face à face, euh, remettre ou annuler les procédures électives et les chirurgies non nécessaires pour minimiser l'exposition et bien sûr étendre les heures d'opération pour qu'il n'y ait pas de foule au triage. Également, d'avoir des centres d'évaluation respiratoire, désigner une zone près du centre de santé où les patients avec de la fièvre ou des symptômes respiratoires peuvent avoir une évaluation et des soins. Et les individus qui ont des symptômes légers devraient être encouragés de s'isoler et de chercher des soins si les symptômes s'aggravent. Si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à consulter les documents qui sont ici sur cette liste. Merci à tous. Merci, Ozzy, pour cette présentation. Et pour tous, ces diapositives seront disponibles sur le site du Centre de contrôle des maladies et également de l'Université du Nouveau-Mexique. Maintenant, nous allons, nous allons avoir quelques questions. Nous avons 877 participants et nous allons parler des pratiques dans nos hôpitaux. Je vais demander à l'Institut de ECHO de montrer la première question et il fallait voir avec votre souris et trouver les réponses que je peux avoir à la première question. Alors,
Est-ce que vous utilisez des algorithmes d'évaluation ou des questions dans votre hôpital pour identifier les patients qui pourraient avoir la COVID-19 euh, à l'urgence? Alors, nous allons vous donner 15 secondes pour répondre. Voilà. Je ne peux pas voir combien de réponses nous avons eues. Voyons les réponses maintenant. Alors, 89% répondent que oui. 11% répondent non. Prochaine question. Est-ce que votre hôpital a une salle d'attente séparée pour les patients que l'on soupçonne d'être atteints de la COVID-19 et qui se présentent à l'urgence ou au triage? Encore une fois, vous avez 15 secondes pour répondre. Maintenant, voyons les résultats. Alors, à la question, est-ce que vous avez une salle d'attente séparée? Ben, la majorité semble que c'est oui. Question. Pour les patients qui se présentent avec des symptômes respiratoires, quelle est la politique de l'hôpital pour le contrôle à la source? Veuillez nous dire tout ce qui s'applique. Est-ce que vous fournissez un masque médical? Est-ce que vous fournissez des mouchoirs? Est-ce que vous fournissez des masques de tissu? Est-ce que vous demandez à vos patients d'utiliser une alternative comme une bandana ou un chandail pour couvrir leur bouche? Vous n'avez aucune politique établie ou vous avez des politiques établies, mais que vous n'avez pas les fournitures disponibles? Et nous vous donnons 15 secondes pour y répondre. Alors, voyons maintenant, voyons les réponses. Alors, 59% d'entre vous dites que vous fournissez un masque médical et 24% des facilités ont une politique établie, mais n'ont pas les fournitures. Maintenant, la dernière question pour le sondage. Dernière question, s'il vous plaît. Quels sont les contrôles d'ingénierie que vous avez implantés dans votre hôpital pour prévenir la transmission de la COVID-19? Est-ce que vous avez une barrière physique entre le comptoir d'enregistrement et le patient? Est-ce que vous avez des barrières physiques, par exemple des rideaux entre les patients et de la salle d'attente respiratoire? Est-ce que vous avez également un système de contrôle de l'air ou aucune des précédentes? Encore une fois, 15 secondes pour répondre. Alors, voyons les réponses maintenant. Alors, 34% n'ont aucune des options, mais plusieurs d'entre vous avaient établi des barrières physiques entre le comptoir d'enregistrement et le patient. Alors, nous allons maintenant poursuivre avec notre prochain conférencier. Alors, le docteur Iko Dobrowski, qui est en charge du contrôle et il est aussi épidémiologiste
à São Paulo, au Brésil. Merci pour cette présentation. Bonjour à tous. Je voudrais commencer par remercier les organisateurs pour nous permettre cet échange. Merci à vous tous qui sommes enregistrés ici avec nous aujourd'hui. Laissez-moi tout simplement partager maintenant ma présentation. Est-ce que vous pouvez voir les diapositives? Non, pas encore, Icaro. Bon. Non, toujours pas? Non. Alors, laissez-moi essayer de tenter de partager avec vous mes diapositives. Voilà, partage. Voilà. Maintenant, voilà, nous voyons maintenant vos diapositives. Tout est parfait. Alors, je vais vous montrer comment nous nous préparons pour implanter le triage dans notre hôpital. Je n'ai pas de divulgation financière pour cette présentation d'aujourd'hui. Notre objectif, c'est de présenter notre expérience au triage à l'hôpital. Voici notre hôpital. Vous voyez, c'est un hôpital privé à but non lucratif. Nous pratiquons des interventions chirurgicales complexes. Et nous avons un département d'oncologie. Nous acceptons seulement les patients adultes de plus de 14 ans. Nous avons 3 facilités, mais nous allons parler principalement de notre centre. Et voici quelques figures. Ici au Brésil, nous avons eu le temps d'apprendre avec les autres pays. Alors, voici ce que vous êtes probablement familier. Quand l'Organisme mondial de la santé a parlé d'un risque modéré et que notre ministre de la Santé a activé des centres opérationnels, nous avons eu notre première rencontre pour planifier notre réponse. Les questions qui ont guidé la planification de triage, c'était comment identifier promptement les patients symptomatiques et séparer ces patients de ceux qui sont à risque d'acquérir le virus alors qu'ils sont soignés. Nous avons ici des documents qui sont disponibles et que nous avons utilisés au niveau de considérations particulières, mais de façon plus spécifique. Le processus de triage, nous pouvons le voir de 3 perspectives différentes, c'est-à-dire du point de vue du patient, du point de vue des personnels de la soins de santé. La première chose, c'est d'avoir le plus d'informations. Nous avons des affiches pour informer le patient qui arrive à l'hôpital et nous utilisons différents médias et différentes façons pour donner de l'information, à savoir quand venir à l'hôpital et si vous venez, comment protéger les autres. Pour le centre de soins de santé, c'est d'avoir des zones sécuritaires séparées pour justement faire un premier triage. Et pour les travailleurs de la santé, c'est de les entraîner au niveau de la prévention de l'infection, d'utiliser de façon adéquate les équipements de protection personnelle et d'identifier les patients qui ont le plus haut risque. Alors, voici ce que l'on a fait en janvier et en février, alors que nous n'avions pas encore de cas rapportés dans le pays. Le premier cas en Brésil, ça a été à la fin février, mais nous étions déjà en entraînement pour bien nous préparer et pour avoir... et la première chose, ça a été d'avoir un cabinet de crise qui avait des rencontres quotidiennes de contrôle et de prévention des infections et pour pouvoir prendre les bonnes décisions et ce que nous avions besoin. La première chose, c'est que l'entraînement, la planification, la préparation pour la COVID-19, nous avions des sessions ouvertes avant la distanciation sociale et nous avons ensuite avoir des sessions dédiées pour le personnel qui travaille à l'urgence, par exemple, et comment utiliser l'équipement de protection personnelle et les autres aspects de prévention et de triage. Nous avons, au niveau des communications,
Nous avons d'abord eu des rapports de situation avec les travailleurs de la santé. Nous avons utilisé aussi des médias de masse pour transmettre l'information, que ce soit les journaux, la télévision, la radio, enfin ce que nous pouvions. Et, et dans cette, nous avons également établi une stratégie au niveau de toutes les entrées de l'hôpital, d'avoir une communication pour les patients avec des messages clés comme laver vos mains, utiliser un masque, couvrir la bouche lorsque vous toussez, que vous éternuez. Voici un exemple de ces messages que nous magnifions au niveau extérieur avant que vous entriez à l'hôpital. Et voici le comptoir d'accueil que vous pouvez voir. Et dans le cercle, nous avons des fournitures comme des mouchoirs, comme euh, des infectants alcooliques et également des signes lorsque vous entrez à l'hôpital avec, encore une fois, des fournitures pour l'étiquette respiratoire. À l'entrée de l'urgence, nous avons aussi ajouté euh, des, un bouton sur la coronavirus qui pouvait diriger le patient. Évidemment, ce message changeait alors que la définition changeait à travers le pays. C'est juste pour vous montrer comment le personnel de la santé peut présenter dans chaque département. Et, se préparer la structure. Nous avons voici une zone où nous avons localisé les patients, la salle d'attente avec des chaises. Ici, on a une chambre avec des chaises, avec la distanciation de au moins 1 mètre. En bas, à droite, nous avons une zone dédiée également et 2 chambres pour le triage. Et ici, une chambre de stabilisation pour les patients intubés. Ce que nous n'avons pas dans cette zone, dans cette chambre de stabilisation, nous avons, pour les procédures d'aérosol, nous avons une chambre où nous pouvons garder fenêtres ou portes grandes ouvertes pour Pour les patients qui ont besoin d'admission, nous avons une voie rapide pour décider, et non pas juste à l'urgence, pour optimiser le traitement du patient. Voici un exemple d'une chambre dédiée. Maintenant, ici, une charte de défilement au triage. Alors, si le patient a appuyé sur le bouton de la COVID, on l'envoie dans une zone que l'on appelle l'urgence 2, qui est complètement différente de la salle d'urgence normale, et il y a une infirmière qui va appliquer les mesures de triage et répondre aux questions spécifiques au sujet de la COVID-19. À la fin de ce processus, est-ce que le patient est stable cliniquement? Si oui, on va le garder dans la salle d'attente jusqu'à ce qu'il y ait une évaluation médicale. Sinon, on l'envoie dans une chambre d'urgence. Et, et là, un médecin est immédiatement demandé sur place. Alors, voici un exemple du processus de triage. Alors, on monitore les signes vitaux et à la fin du processus, l'infirmière va désinfecter tout l'équipement, toutes les surfaces euh, pour la prochaine patient. Alors, évidemment, je n'irai pas en détail, mais voici ce tableau qui vous montre au niveau de positionner après le triage, si on parle de patients avec un haut ou bas risque et qui doit aller au centre de soins intensifs ou non. Et par exemple, ceux qui ont des symptômes plus légers, c'est de pouvoir les libérer le plus tôt possible. Nous avons également un flux dédié pour les,
les analyses d'angiographie coronaire. euh, mais, et lorsqu'ils sont invités à se rendre dans ces zones, ils peuvent aller. Alors, à ce point, nous sommes prêts pour la bataille, mais maintenant, c'était le carnaval ici au Brésil. La plus grande fête ici. Voici une photo de la ville, 4 jours seulement avant le premier cas confirmé au Brésil. Alors, c'est une photographie de notre salle d'attente avant cette étape. Et la semaine suivante, ben, nous avions un achalandage beaucoup plus important. Et, et plusieurs patients à ce moment-là attendaient dans les corridors. Et ça a été tout un défi de bien contrôler la situation et d'optimiser le flux de patients pour libérer cette zone. Alors, voici quelques chiffres pour que vous puissiez voir ce qui s'est passé de janvier à avril, 73 en février, près de 2000 le 20 mars. Et sur la première ligne, vous avez une baisse de patients qui sont présentés dans le département d'urgence. Ici, ce sont des chartes qui nous montrent ici, ces deux lignes au sommet, qui nous montrent le mouvement de patients dans nos départements d'urgence et ce n'est pas initialement à cause de contamination du carnaval, mais parce qu'avant cette date, seulement quelques examens sommaires étaient disponibles et une période de 10 jours avant les résultats. Alors, après cette date, la disponibilité le rapport de cas au Brésil, nous avons eu cette explosion de cas au département d'urgence. Mais c'était soutenu jusqu'au 17 mars, quand les tests ont été terminés. Alors, et à ce stade, nous avons eu nos rapports présentés, mais ce n'était pas la même chose que le mois précédent. Et à ce moment-là, tout le monde avait les tests. Alors ici, la situation de la COVID-19 au Brésil en date du 12 mai, on parle de 30 457 cas à Sao Paulo, 188 000 au Brésil. Et voici quelques chiffres de notre hôpital. 21 qui ont été testés positifs. Et parmi ceux qui ont été testés positifs, 18 à l'admission, 21 à l'unité des soins intensifs et 7 taux de mortalité. Et tout cela, évidemment, la population de plus de 60 ans a été la plus touchée. Nouvelles approches, évidemment, on commence par la télémédecine, les lignes téléphoniques pour que les patients puissent gérer les cas et également les tests. Les appels avant d'avoir des chirurgies électives qui peuvent être reportées et on demande à nos patients s'ils ont des symptômes respiratoires. Nous avons une évaluation quotidienne des travailleurs de la santé à l'entrée. Également, notification des symptômes respiratoires chez les patients dans les zones où il n'y a pas de cas de COVID. Ici, quelques facilitateurs pendant cette organisation du processus de triage. D'abord, l'établissement d'un comité de crise est très important, avec l'implication d'un grand leadership pour que l'on puisse prendre des décisions rapides et d'avoir une évaluation constante des actions et une implication compréhensive des fournitures
dans différents départements, notamment le marketing, le laboratoire, l'ingénierie, le nettoyage environnemental et le personnel, bien sûr, de soins de santé. Alors, évidemment, les barrières, c'est la prolifération des fausses nouvelles et ce qui se raconte sur les réseaux sociaux. Et cela met de la pression sur toutes les organisations. Il y a plusieurs messages que l'on peut garder. D'abord, planifier avec la participation compréhensive de toutes les zones stratégiques et de tous les groupes stratégiques et d'apprendre de l'expérience des autres, adapter et d'être prêt à changer rapidement nos méthodes. C'est très important. Et fournir un plan robuste et constant de communication et d'éducation pour tous, incluant le personnel de soins de santé. Ici, je suis disponible pour répondre à vos questions. Vous pouvez m'écrire à mon adresse courriel. Merci. Merci beaucoup, Icaro, pour cette excellente présentation. Et merci d'avoir partagé les leçons apprises et les défis qui vous attendent. Notre prochain conférencière, elle est au centre trauma de l'Institut de services médicaux à New Delhi, en Inde. Docteur Mathieu, à vous. Bonjour à tous. Merci de cette expérience, de pouvoir partager. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui, nous vous entendons. Alors, je n'ai rien à divulguer. Alors, les objectifs de ma présentation, c'est de vous parler du fardeau de la COVID en Inde, de comprendre les défis de la COVID dans un hôpital d'Inde, quelques leçons importantes pour la préparation et comment faire pour l'avenir. Alors, nous sommes dans un secteur hautement subventionné. À notre centre médical, nous avons une cinquantaine de spécialistes de départements, ce qui signifie que presque quotidiennement, environ 10 500 personnes se présentent à nos services. Vous pouvez voir ici à quoi ça ressemble pour une journée occupée et nous faisons des dizaines de milliers de chirurgies à chaque année. Nous avons également des étudiants, plusieurs facultés. Alors, ça a été tout un défi de nous préparer pour la COVID-19 et d'avoir un accès dédié. Alors, présentement, nous avons plus de 75 000 cas en Inde et pour nous, la première chose, c'était d'organiser, de planifier, rencontrer le directeur à tous les jours et pendant près de 2 mois, nous avons fait de la micro-planification. Nous avons établi des comités avec des équipes qui ont été mises en charge, avec des équipes qui ont été bien établies et toutes les zones ont été repensées pour avoir certaines zones avec un personnel minimal pour s'occuper du personnel infecté. Nous avons également eu personnel dédié aux zones consacrées à la COVID-19 pour 14 jours. Et nous avons aussi travaillé avec l'hydrochloroquine pour tout le personnel. Nous avons donné à tout le monde des masques. 25 de tous les départements ont été alloués à ces départements. Alors, on a vu des départements en anesthésie, médecine, en médecine pulmonaire, en gériatrie et bien sûr d'autres départements. Alors, voici les rencontres quotidiennes que nous avons avec
le directeur, les techniciens, le personnel infirmier et les étudiants. Et notre protocole d'hospitalisation a été établi. Voici le document dans lequel vous voyez comment fonctionnent les services d'urgence, euh, parce que nous avons aussi un gros euh, département d'obstétrique et les services pour les patients à l'interne, les théâtres de services opérationnels, le personnel de recherche et une ligne dédiée pour les employés. Et nous avons également ici un protocole pour l'évaluation et l'hospitalisation de cas soupçonnés ou confirmés de la COVID-19 qui se présentent à l'hôpital. Alors ici, nous avions ce triage euh, que vous pouvez voir. Alors donc, des patients avec les symptômes de la COVID-19 ont été envoyés dans une zone avec distanciation d'au moins 1 mètre. Nous avons aussi utilisé des méthodes alternatives pour réduire l'exposition de patients et du personnel, avec notamment une ligne dédiée, l'annulation de tous les soins non urgents de patients. Et voici la circulaire qui a été émise. Et nous utilisons maintenant la télémédecine et nous reportons les chirurgies électives. Ici, vous voyez les alertes visuelles pour les patients qui sont placés à l'entrée de l'hôpital et dans différentes langues, ce qu'ils doivent faire, ce que nous devons faire si on croit que vous avez une infection. Il faut aussi protéger le personnel des soins de santé, d'avoir une barrière physique, par exemple, pour limiter les contacts personnels. Ça, c'est au triage. Nous avons également des chambres d'isolation bien ventilées, des chambres où les patients soupçonnés d'avoir la COVID-19 peuvent être installés en attendant l'examen, et également d'avoir des masques et des protecteurs faciaux pour tous les patients qui visitent le centre hospitalier. Euh, Tout le personnel a également été entraîné pour les protocoles de contrôle d'infection. Nous avons également des lignes de conduite qui ont été mises à jour, qui sont revisées hebdomadairement pour qu'elles soient évidemment disponibles. Nous faisons des webinaires et bien sûr, nous avons des vidéos également que nous présentons en ligne pour former et informer le personnel. Alors, voici quelques-uns des outils que nous avons utilisés en anglais et dans notre langue pour la gestion, le triage et l'évaluation de patients. Notre premier patient est arrivé le 3 avril, mais bien avant ça, nous avions déjà une micro-planification que nous avons préparé une stratégie. Alors, vous voyez le chef du centre de trauma et tout a été préparé jusqu'au dernier détail. Et vous voyez ici le premier patient qui arrive au centre de trauma. Et ici, notre unité de soins intensifs avec l'espacement pour prévenir la contamination. Alors, nous nous assurons que tous les travailleurs de la santé peuvent faire les activités de triage, sont entraînés et qu'ils ont accès à l'hygiène des mains avec les produits nécessaires, que l'on puisse faire l'évaluation préliminaire qui ne demande pas un contact direct avec le patient, avec au moins 1 mètre de distance, et que tous ont l'équipement de protection personnelle approprié, dépendant du niveau de soins, et la zone de triage est nettoyée régulièrement. L'évaluation également des travailleurs de la santé avant qu'ils puissent commencer leur quart de travail, nous avons cette feuille d'évaluation pour les gens qui travaillent à l'unité des soins intensifs. Et nous demandons également au personnel des soins de la santé de nous donner leur propre feedback. Nous développons une politique claire pour le flux de patients. Les patients qui sont soupçonnés d'avoir la COVID-19 sont gardés dans une zone, la zone d'évaluation. Ils sont testés. S'ils sont positifs, avec aucun symptôme, ils vont en quarantaine à la maison. Avec des symptômes légers, ils iront dans un centre non urgent. Et s'ils ont des symptômes plus sévères, on les enverra au centre de trauma.
Et bien sûr, le centre de trauma a été converti en centre pour la COVID. Alors, voici notre unité de triage. Ça, c'était avant que les patients arrivent, avec la distance d'1 mètre entre les lits. Maintenant, ici, la zone, vous voyez la zone d'évaluation et de triage où les patients sont non ventilés ou ventilés euh, et, et généralement, ici, la zone de triage. Vous pouvez voir ici que certains patients utilisent des masques de ventilation, d'autres non. Et alors, maintenant, ici à la gauche, vous voyez, c'est un autre centre distinct. Ces 2 tours ont été dédiés seulement pour les cas légers, ceux qui ont des symptômes légers. Alors, on les transporte ici par ambulance et nous avons ici un centre de triage différent avec une barrière physique. Et à la droite, vous pouvez voir, ça c'est le centre de service pour ceux qui sont modérément malades. Et, et ici, le centre de soins intensifs au bas de l'écran. Et la plupart sont sous ventilateur mécanique. La facilité d'isolation qui a été développée en quelques jours, ça, c'était d'abord une utilité de trauma avant d'être converti en un centre pour la COVID et avec des facilités pour la dialyse, pour différentes chirurgies et avec différents services. Alors, toutes les facilités sont dans cet hôpital dédié à la COVID, ce qui s'est fait dans un très court laps de temps. Et nous avons également cette zone d'assistance pour l'habillage d'équipements protecteurs personnels pour que les personnels de soins de santé puissent se protéger, alors pour porter et enlever les vêtements de protection. Seulement le personnel essentiel de soins de santé est désigné pour s'occuper des patients soupçonnés d'avoir la COVID-19 et nous nous assurons qu'eux-mêmes ne sont pas contaminés. Et ici, vous pouvez voir ici notre site web, toute l'information sur la COVID-19, tous les documents sont disponibles et sont disponibles pour le public en général pour savoir comment on peut composer avec les cas d'infection chez les enfants, comment on peut gérer aussi les problèmes psychologiques inhérents. Alors, voici quelques ressources que vous pouvez consulter. Merci pour votre patience. Merci, Dr. Pova, pour cette présentation. Il semble que nous avons maintenant 25 minutes pour questions et réponses. Alors, je vais passer la parole. April, voulez-vous poser la première question? Et peut-être si vous avez des commentaires. Alors, je vais y aller d'abord. La première question que nous avons ici, c'est pour Icaro et Uva. Pouvez-vous commenter sur les préoccupations de patients asymptomatiques qui peuvent se présenter au département d'urgence? Comment allez-vous gérer les patients asymptomatiques au triage? Et Caro, voulez-vous répondre en premier? Oui. Oui. Comme j'ai montré, nous avons un triage pour les patients, mais la question pour les symptômes sont inclus dans le triage habituel parce que même si le patient n'a pas de symptômes, autre chose, le contact avec
les gens asymptomatiques. Si il y a eu des contacts dans les 14 jours précédents, le patient va être mené dans la zone pour le triage du COVID-19. Sinon, on va suivre le cours usuel de triage. Pour les patients négatifs également, nous avons établi des notifications quotidiennes dans notre département qui doivent être également appliquées dans les unités non dédiées à la COVID. Voilà. Merci. Docteur Pourva, voulez-vous commenter au sujet des patients asymptomatiques? Comment vous gérez? Merci, Fernanda. Les patients asymptomatiques, c'est un gros problème en Inde parce que il y a des enfants qui se sont présentés avec la malaria et puis ils étaient aussi positifs à la COVID. Alors, nous avons des cas où il y a une comorbidité importante pour les patients. Alors, ce que nous avons fait un zonage et chaque ville a son propre zonage, des zones vertes, jaunes et rouges. Alors, dépendant s'ils viennent de la zone rouge, là où on sait qu'il y a plus de cas possibles, si tous ceux qui arrivent de ces zones à l'Institut, peu importe quel département, ils seront testés. Alors, le zonage aide de déterminer pour détecter les patients asymptomatiques. Mais lentement, nous discutons de la possibilité dans nos tests. Et il faut ouvrir nos unités de chirurgie et nous devons décider si l'on va tester tout le monde, même les asymptomatiques ou non. Nous attendons présentement plus de lignes directrices parce que nous pensons sérieusement que ça devrait être une évaluation systématique parce qu'on a beaucoup de patients asymptomatiques, mais le protocole de zonage, pour l'instant, est appliqué. Merci. Cela répond à plusieurs autres questions au niveau de l'évaluation avant la chirurgie, que tout le monde pense au protocole. Formidable. Une question que nous arrive pour un de nos panélistes. Quels sont les risques de réinfection qui sont guéris de la COVID-19 par rapport à d'autres cas confirmés de la COVID-19, surtout quand ils sont dans la même unité ouverte? Merci pour cette question. Je pense qu'à ce stade-ci, nous n'avons aucune réponse claire à cette question parce que, comme nous le savons, la COVID-19 et toutes les analyses sont en développement. Ce que nous savons, c'est que la plupart des patients qui sont infectés par la COVID-19, quand ils se guérissent, ils ont des anticorps, mais nous ne sommes pas certains si ces anticorps vont les protéger d'avoir d'autres infections. Et pour ce qui est des autres expériences avec d'autres virus similaires, il semble que ces anticorps vont les protéger, mais plus important, c'est de renforcer toutes les mesures de contrôle administratif d'ingénierie pour éviter les contaminations de la COVID-19 dans nos établissements. Je ne suis désolé, j'ai eu des problèmes avec mon microphone. Alors, April, est-ce que vous avez des commentaires? Vous pouvez poser la prochaine question. Merci, Fernanda. Et merci pour toutes les présentations. C'est extrêmement informatif. Et cela nous permet de voir ce qui se passe dans différents pays. Je veux également apprécier nos collègues de l'Organisation mondiale de la santé qui ont écrit dans la boîte de discussion. Nous parlons de triage aujourd'hui et je pense que
c'est une forme plus générale, mais de reconnaître qu'il y a différents processus. Il y a l'évaluation et le triage. Et dépendant du langage que vous parlez, ça peut être dans le, ça peut être sous le même mot, alors qu'en anglais, il y a différents processus. Mais je veux juste reconnaître que l'évaluation, c'est une approche, alors que l'on évalue un individu pour savoir si il ou elle répond aux définitions. Et c'est souvent fait pendant une épidémie. Spécifiquement, nous avons une liste de vérification rapide pour savoir que même quelqu'un qui n'est pas clinicien, et ça peut se faire à l'entrée. Et d'ailleurs, on en a parlé pendant cette présentation à distance. Une fois que la personne a été évaluée positive ou soupçonnée de l'être, peu importe l'épidémie, et c'est quelque chose que nous avons utilisé dans le temps de l'Ebola, le triage est beaucoup plus un processus clinique pour savoir où envoyer les patients basés sur les traitements dont ils ont besoin et à quel point leur état de santé s'est aggravé. Et avec les outils d'évaluation appropriés et évidemment, le triage d'intégration, d'interagence est fort utilisé. Alors, il l'impression que cette discussion a été tant au sujet de l'évaluation que du triage. Sur cette note, Fernanda, voulez-vous ajouter autre chose avant que nous demandions d'autres questions aux panélistes? Non? Allons de l'avant. Alors, pour la prochaine question, à Marie-Clara, quel est le niveau d'équipement de protection personnelle pour les patients malades, soit en évaluation ou au triage? Merci, April, pour la question. Si le patient arrive, nous devons leur offrir un masque pour, euh, pour ne pas échapper de gouttelettes. C'est toujours important aussi de les avoir dans une séparation géographique, pas seulement avec l'équipement de protection personnelle. Merci. À vous, Fernanda. Merci. La prochaine question sera pour Dr. Bashan de l'Organisation mondiale de la santé. C'est relativement aux travailleurs de la santé qui peuvent être affectés par la COVID-19, surtout dans les départements d'urgence. Est-ce que c'est un problème de manque de connaissances ou d'équipement de protection personnelle? Merci, Fernanda. Il y a plusieurs articles qui ont été écrits sur la COVID-19, mais de plus en plus de documentation est disponible. Présentement, le contact, lorsque nous fournissons des soins aux patients soupçonnés d'avoir la COVID-19 sans appliquer, bien sûr, les précautions avant de savoir que ce patient ou cette patiente est soupçonné d'avoir la COVID-19. D'autres facteurs incluent évidemment les procédures médicales spécifiques associées avec ou ceux qui sont considérés générant maladies comme l'intubation, la trachéotomie, évidemment, les sections ouvertes, la réanimation cardio-pulmonaire et ainsi de suite. D'autres facteurs peuvent aussi sont des mesures sous-optimales. Par exemple, lorsqu'on parle d'hygiène des mains et des règles de l'Organisation mondiale de la santé. Et il y a aussi des facteurs qui sont qui, même si les travailleurs de la santé ont un membre de la famille qui est infecté. Mais toutefois, l'Organisation mondiale de la santé a émis des directives pour le personnel de la santé et nous sommes présentement à développer des études de contrôle de cas
et des contrôles à long terme de surveillance pour la COVID-19. Et avec un peu de chance, nous espérons que nous aurons de l'information plus systématique pour avoir de l'information plus spécifique sur les facteurs, comment les travailleurs de la santé peuvent éviter d'être contaminés. À vous. Merci. Nous avons ici une question qui nous vient de la boîte de discussion qui sera sur l'équipement de protection personnelle et sur l'évaluation et sur le triage. Si vous pouvez commenter là-dessus. Si je comprends la question, vous demandez si nous avons un endroit dédié pour porter et enlever l'équipement de protection personnelle après avoir vu un patient, si c'est correct. Oui, oui. Alors, nous n'avons pas cet endroit dédié pour porter et enlever l'équipement dans la salle de triage. Ce qui se passe, c'est que nous n'avons pas un endroit avec de dimension adéquate à cause du volume que nous recevons, comme je vous ai montré dans une diapositive, dans le département d'urgence qui était surchargé. Alors, les professionnels désinfectent les surfaces, se lavent les mains avant de se réhabiller. Et nous avons ces pièces que je vous ai montrées dans la photo. Elles ont assez d'espace pour avoir un espace dédié pour garder, pour mettre l'équipement de protection personnelle. Mais en résumé, tout se passe dans la même pièce. À vous. Merci. Docteur Pourva, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Nous avons une zone dédiée pour l'habillage et le déshabillage de l'équipement de protection personnelle. Et ensuite, ils vont dans la zone. Est-ce que la ligne coupe, Dr. Hoover? Nous ne pouvions pas entendre votre dernier commentaire sur la zone de déshabillage. Désolé, mais pouvez-vous m'entendre maintenant? Oui, maintenant, oui. Alors, de la zone de triage, nous avons une grande zone avec des habillages avec de l'aide pour enlever l'équipement protecteur personnel. Nous avons également des douches qui sont disponibles pour que tout le monde puisse prendre une douche, changer de vêtements et ensuite rentrer dans leurs vêtements domestiques. Alors, c'est vraiment très défini. Ça prend beaucoup de temps, mais nous savons, ça fait partie des charges et pour que c'est ainsi que nous gérons. Merci. April, je vais continuer, à moins que vous ayez d'autres questions de votre côté. Je pense que c'est bon. Vous pouvez continuer, Fernanda. Alors, question. Au-delà de base d'équipements de protection personnelle et de sanitisation, d'autres formes sont là pour que nous puissions améliorer les sources. Merci, Fernanda, pour la question. Je pense que c'est important de renforcer ce que tous les panélistes ont mentionné en termes de conformité avec à des standards de précaution quand vient le temps de
prendre soin de patients et je pense que nous devons comprendre que certaines de ces précautions, c'est un ensemble de mesures que nous allons fournir au travers de la santé, ce qui signifie l'hygiène des mains à chaque fois, l'hygiène respiratoire, l'étiquette de tout, avoir un système de triage institutionnalisé de patients, d'évaluer rapidement s'ils ont ou non des problèmes respiratoires et également l'information, l'implantation, euh, tant au niveau des contrôles administratifs, par exemple, déterminer les patients, limiter les visiteurs et, et ce que les panélistes ont renforcé dans leur présentation. Euh, Nous assurer que nous ayons l'équipement protectif personnel adéquat pour les travailleurs de la santé. Et finalement, je pense que c'est important de mentionner les contrôles d'ingénierie, euh, établir des mesures comme séparer les lits d'1 mètre de distance et d'avoir une forme de système de ventilation. Nous savons que c'est parfois difficile d'avoir des systèmes appropriés, mais peut-être seulement ouvrir les fenêtres pour avoir euh, un flux, un flux d'air adéquat. Ça peut aider. Et oui, et Dr. Icaro Boscov a montré que les fenêtres ouvertes euh, dans la salle de triage, c'est un bon point, c'est un point important. Merci. Maria Clara Padovesi, quels sont les considérants pour l'évaluation et pour les centres de traitement, euh, spécialement lorsque nous avons d'équipements protecteurs personnels limités? Merci, Fernanda. Le principe ou les principes d'évaluation sont les mêmes pour les traitements, les centres de traitement, ou peu importe. L'information de Dr. Purva et Dr. Icaro sont des exemples que nous pouvons adapter dépendant des ressources. Le plus important, c'est d'avoir un bon flot de patients, de visiteurs pour toutes les situations et aussi d'avoir des procédures standards adéquates, euh, comment les hôpitaux, les centres médicaux, nous avons vu des exemples, euh, l'importance de bien planifier pour limiter les entrées autant que possible et d'avoir les mêmes standards de procédure pour éviter que des patients ou les visiteurs potentiellement infectés, ils entrent sans avoir les précautions standardisées. Alors, les principes sont les mêmes. Le plus important, c'est d'avoir un groupe de gens qui réfléchissent comment nous pouvons établir des barrières physiques, comment nous pouvons établir un système pour éviter que que des patients soient ensemble s'ils ont des symptômes et l'importance d'avoir des précautions standardisées et ce soit essentiel d'avoir des ressources pour l'hygiène des mains, euh, l'hygiène respiratoire pour tous les patients. Je pense que les principes sont les mêmes. Le plus important, c'est d'abord planifier et ensuite comment l'implantation du triage. À vous. Merci. Nous avons plusieurs questions sur les tests diagnostiques que vous utilisez dans vos zones de triage. Et ça, c'est Purva et Caro. Je vais commencer par vous, docteur Purva. Quels sont vos tests diagnostiques que vous utilisez dans le triage? En Inde, euh, alors, nos tests, c'est ce que notre centre médical fait. Notre institut, euh, nous gérons une quinzaine d'hôpitaux en Inde. Nous avons, euh, nous avons un réseau et nous visons que chaque État et chaque collège médical aura les outils
nécessaires pour le diagnostic. Il faut avoir les ressources médicales et alors nous attendons présentement une validation, mais si nous avons des cas, nous avons des kits sérologiques, certains, nous n'avons pas encore trouvé, nous ne recommandons pas présentement aucun test d'anticorps pour l'instant, peut-être pour le personnel des soins de santé, mais présentement, nous tentons de faciliter même dans les États et les districts. Merci. Et qu'en est-il au Brésil, Icaro? Dans le secteur privé, au moins, nous avons ici les tests de dépistage disponibles pour les thérapies respiratoires, mais c'est au moins 24 heures. Nous avons un test rapide pour voir s'il y a des anticorps, surtout si on a des IgG, des IgM, avec des indications limitées parce que, comme vous le savez, plusieurs patients se présentent à l'urgence avant d'avoir les symptômes. Alors, et ça devient très bas en termes d'évaluation médicale. Mais si disponible, nous avons aussi des tests pour l'IgG et l'IgM notamment. Une autre grosse question que je pense tout le monde dans la de prévention et de contrôle de l'infection, est-ce que vous pouvez commenter comment la COVID-19 dans le contexte hospitalier peut affecter la résistance selon votre expérience? Laissez-moi commencer avec Dr. Purva. Merci, Fernanda. Ce que nous avons vu, c'est que dans notre hôpital, nous avons eu 624 patients de la COVID-19. La plupart, ce sont des symptômes légers, alors nous n'allons pas donner d'antibiotiques à ces patients. Nous les testons sur des patients, mais que nous avons également un bon échantillonnage. En Inde, nous avons une grande prévalence. Nous avons analysé plusieurs cas et dans la plupart des cas, ils résistent à la médication et les niveaux sont élevés, mais les patients qui en meurent ont déjà une résistance et nous avons une couverture positive, mais l'implantation, il y a beaucoup d'emphase pour sauver la vie des patients, surtout les plus jeunes. Et dans les hôpitaux d'Inde, c'est la situation. Et nous découvrons et l'échantillonnage pour l'instant, nous avons vraiment une couverture très variée, plusieurs cas de comorbidité, mais il n'y a pas d'antibiotiques qui sont prescrits. Peut-être que plus tard, nous aurons une politique d'antibiotiques, mais pour l'instant, on ne veut pas créer un problème de résistance. Merci. Nous manquons de temps. Et Carl, voulez-vous rajouter quelque chose?
Oui, juste pour ajouter, nous n'avons pas beaucoup d'informations au sujet de les co-infections associées à la COVID-19 et malgré les cas d'infection, je pense que euh, l'utilisation d'antibiotiques dans une récente étude impliquant 3000 patients, 72 ont reçu au moins un antibiotique euh, et, et, et peut-être que ce lot d'antibiotiques a affecté, mais pour la COVID-19, avec des infections parallèles, ça prend une approche rationnelle et sera très utile. Merci, Caro. Je pense que je voudrais vous remercier tous les panélistes, pour tous les conférenciers d'avoir répondu à toutes les questions. Je vais maintenant céder la parole à Katie pour des remarques de fermeture. Merci, Kate. C'était une très belle session aujourd'hui. Quelques rappels et quelques annonces alors que nous allons clore cette session. Amy a posté dans la boîte de discussion le lien pour les crédits. Alors, regardez dans la boîte de discussion. Le lien également va vous donner d'autres annonces. Un rappel, notre prochaine session est jeudi prochain à la même heure et nous discuterons de la préparation et du monitoring des centres de santé. Vous allez recevoir dans votre boîte de courriel les informations. Toutes les diapositives qui ont été présentées, tous les enregistrements vidéo seront disponibles du projet ECHO par courriel et, et sur le site web du projet ECHO. Et comme Fernanda l'a dit, et tous, nous allons apprendre ensemble dans la communauté. Merci de vous être rejoints à nous aujourd'hui. Merci à tous. Merci, au revoir. Thank you. Bye. Merci, au revoir.